Jean-Michel Cohen, bonsoir. Vous êtes nutritionniste. Alors se tient en ce moment à Paris le SIAL, c'est le Salon international de l'alimentation qui parle des nouveautés en matière alimentaire. L'une des grandes tendances du moment, vous confirmez Jean-Michel Cohen, c'est le recul de la viande, notamment chez les jeunes qui mangent de moins en moins de viande, alors notamment la viande rouge plus que la viande blanche qui baisse. Oui. Il y a un combat qui s'est fait au travers de la souffrance animale, d'une part, qui a beaucoup sensibilisé les gens, et d'autre part, il y a un marketing très important qui se met en place pour produire des produits de remplacement à la viande. Donc la conjonction des deux fait qu'on a une baisse de la consommation de viande qui descend quasiment en dessous de 50 grammes par jour et par Français en moyenne, et une augmentation des produits végétaux. Alors notamment, il y a un produit végétal assez surprenant qui se développe, ce sont les algues. On va regarder un petit sujet d'une entreprise bretonne qui fabrique des algues à toutes les sauces, et vous allez voir, ça marche très bien. Aujourd'hui, les algues sont très demandées par le consommateur parce que ce sont des produits donc déjà végétaux et qui vont rassurer. Il y a eu pas mal de scandales dans l'alimentaire, la vache folle, la fièvre afteuse, il n'y a pas très longtemps la viande de cheval dans les lasagnes. Et aujourd'hui, sur les algues qui sont sources d'oligo-éléments et de minéraux, on a une connotation santé naturelle liée aux océans, à la Bretagne. Donc c'est un produit qui est fortement demandé, tant est qu'on ne pollue pas trop nos océans. Alors que dit le nutritionniste? Vive les algues? Je dis qu'il y a un argumentaire marketing qui est bien rodé, que l'algue, pour nous, c'est effectivement des minéraux, mais il y en a dans la plupart des aliments. C'est effectivement des oligo-éléments, mais il a loupé le fait de dire qu'en fait, le principal intérêt des algues, c'est le contenu en iode. Que ce soit un produit de remplacement, non. C'est un végétal marin, comme un autre végétal, qui peut être intéressant à consommer sans plus. Docteur, est-ce qu'on peut se passer de viande? Est-ce que de nature, l'homme, il n'est pas herbivore de nature, il est omnivore, non? L'homme est omnivore. C'est sa spécificité. Les hommes préhistoriques, ils mangeaient de la viande. Oui, absolument. Enfin, dès qu'ils ont pu la manger, justement, leur corps a grandi, ils ont pu se redresser. Mais on peut vivre sans viande aujourd'hui si on consomme des protéines d'une autre nature, qui sont des protéines complètes. Exemple type, les œufs. Exemple type, les produits laitiers comme le fromage, les yaourts, ou bien même comme les poissons. Donc on peut totalement vivre sans viande si on en a envie. Alors la mode des végétaliens qui se refusent à consommer des produits issus du monde animal, ce que vous venez de citer exactement, les œufs, le lait, donc ça c'est dangereux si on vous écoute. C'est très excessif, c'est extrêmement dangereux avant l'âge de 3 ans, ça a valu une peine de prison à une Américaine. Après l'âge de 3 ans, si vous n'êtes pas un spécialiste de la préparation alimentaire et du croisement des végétaux entre eux, de toute façon, vous n'aurez pas une alimentation complète, ça vous oblige à prendre des produits de synthèse comme des vitamines ou comme de la vitamine B12. Et les enfants peuvent avoir un régime alimentaire végétarien si tant est qu'ils mangent des œufs et du lait? Parfaitement, puisque le blanc de l'œuf est une protéine complète, le lait est une protéine complète, donc on pourrait très bien les alimenter sans viande. On voit que ça nous manque quand même la viande, parce qu'on voit de plus en plus, vous savez, de la viande fabriquée à base de végétaux. On va voir des petites images, il y a des burgers comme ça. Et c'est assez bien imité, non? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi pas? Allez-y. On arrive à imiter la forme, la couleur, le goût. Le jus, puisqu'on appelle ça du sang végétal, mais en fait c'est du jus de betterave, mais ça n'a rien à voir avec les propriétés nutritionnelles de la viande. La viande, c'est un contenu de protéines et de fer. Le reste, dans les végétaux, vous avez des tas de propriétés intéressantes, mais on fabrique un produit qui veut ressembler à la viande, mais qui n'en a ni le goût, ni les caractéristiques nutritionnelles, ni même la saveur. Alors je change la question. Est-ce qu'on a raison de réduire notre consommation de viande? Vous savez, il y a des enquêtes qui disaient qu'il y avait un lien avec le cancer, notamment la viande rouge. Ces enquêtes sont exactes, mais on l'a réduite nous-mêmes spontanément, puisque la consommation de viande en France, elle est passée de 56 grammes à moins de 50 grammes par jour, c'est-à-dire qu'on n'atteint pas ce seuil des 500 grammes de viande rouge par semaine, au-delà duquel on pense qu'il y a un potentiel de stimulation du cancer. Alors, est-ce que ceux qui sont végétariens, ils ont une espérance de vie supérieure ou égale à ceux qui se nourrissent également de viande? Alors, je ne pratique pas l'ostracisme. Des études ont montré que les gens qui avaient une alimentation végétarienne avaient une espérance de vie de 25% supérieure aux autres. Mais la conclusion n'a pas été de dire que c'était parce qu'ils étaient végétariens, mais peut-être parce que ce sont des gens qui ont des modes de vie beaucoup plus sains que d'autres, qui ne fument pas, qui boivent peu d'alcool. Il y a toute une panoplie. Voilà. On fait du sport, on ne fume pas, on ne boit pas d'alcool, on ne mange pas de viande rouge, etc. Comportement. Alors, un autre phénomène en ce moment, c'est la déferlante du sang. Le sans gluten, sans lactose, sans pesticides, sans antibiotiques, sans OGM, sans huile de palme, sans colorant, sans conservateur. On a raison d'appliquer enfin d'appliquer le principe de précaution à notre alimentation. Ça traduit deux choses. La première chose, c'est l'avancée des connaissances scientifiques qui nous permet de savoir, au travers de l'alimentation, ce qui nous est positif ou négatif. Donc, il y a des fonds de réalité. Et la deuxième chose, c'est la peur générale qui s'est emparée de la population à propos d'une nourriture qu'elle ne comprend plus,
plus ou qu'elle ne maîtrise plus. C'est très compliqué aujourd'hui de savoir de quoi est fait un produit alimentaire. C'était beaucoup plus simple avant quand on avait du poisson et une pomme de terre dans notre assiette. Aujourd'hui, ce sont des plats préparés, on ne les connaît pas, ça fait peur aux gens. Donc la conjonction des deux, ça veut dire on sait qu'il y a des choses dangereuses ou moins bonnes pour nous, plus les peurs alimentaires qui sont alimentées par notre connaissance, y compris par les réseaux sociaux, ça provoque l'éclosion du sans quelque chose qui est devenu maintenant une façon de vendre. Donc on vend un produit... Il y a un peu de marketing, il n'y a pas un développement généralisé des allergies. C'est exactement ça, parce que maintenant le meilleur des produits, c'est celui qui est sans rien, y compris sans matière à l'intérieur. Allez, un mot, on va faire plaisir à Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il s'est mis au quinoa là, dans Gala. C'est une mode ça, le quinoa? C'est pour remplacer le blé? Oui, c'est une mode. On redécouvre de temps en temps le quinoa, le boulgour, le sarrasin, etc. L'année prochaine, ce sera un autre. Il y a aussi le sans cholestérol. On nous a mis... il y a toute une polémique en ce moment qui dit qu'en fait, le cholestérol ne serait pas ce poison épouvantable que nous présente l'industrie pharmaceutique depuis 20 ou 30 ans, disent certaines personnes, pour nous vendre des statines. Alors, docteur, oui ou non, est-ce que le cholestérol, c'est un poison? Et est-ce qu'on a raison de bannir de notre alimentation, notamment la charcuterie? Alors, le cholestérol est très utile au corps humain, ne serait-ce que pour fabriquer les hormones, par exemple. Sans cholestérol, il n'y aura pas de reproduction parce que le cholestérol fabrique les hormones féminines, en fait partie. Parce que le cholestérol joue un rôle dans les membranes cellulaires, notamment du cerveau. Ce qu'on sait, par contre, c'est que l'excès d'une partie du cholestérol, qu'on appelle le mauvais cholestérol, se dépose le long des artères et que contre cela, le régime alimentaire n'est pas toujours efficace et donc on est obligé d'avoir recours à des thérapeutiques. Donc, mal prescrits, ces médicaments sont mauvais. Bien prescrits, ces médicaments ont sauvé la vie des gens. Donc, c'est l'excès de prescription qui nous pose un problème, mais ce n'est pas la remise en question du cholestérol en lui-même. Le mauvais cholestérol est mauvais, point barre. Ça s'arrête là. Mais il y a des tas de gens qui sont soignés contre le cholestérol un peu abusivement, qui ne seraient pas obligés d'être sous traitement avec des statines. Il y a de temps en temps des médecins qui ont le doigt sur la gâchette un peu trop rapide. Ouais. Mais il y a aussi des aberrations. Par exemple, les gens qui prennent de la levure de riz rouge ou du riz rouge en disant que c'est un produit anti-cholestérol naturel ne savent pas que ce produit contient des statines dans une proportion qui va de 1 à 20 les taux qu'on retrouve dans les médicaments. Donc on voit bien l'aberration des comportements. Ça veut dire que quand vous avez du cholestérol, qu'il est menaçant, que vous avez un facteur de risque, il faut le traiter. L'alimentation ne suffit pas toujours. Ce n'est pas parce que vous allez exclure les graisses animales au grand dépit des gens qui pratiquent ce type de régime que vous allez réussir à le faire. Donc quand le régime a échoué, il n'y a pas d'autre recours que de prendre un médicament, les statines entre autres. Il y en a d'autres. Et on ne parle que des statines, mais il y en a d'autres. Et il y a des médicaments qui sont différents, qui sont efficaces. Allez, vous publiez en ce moment ce livre, Guide d'achat pour bien manger, aux éditions First. Pour faire simple, viande rouge, vin rouge, foie gras, pas tous les jours? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah bon? Je pense que la nutrition, c'est un mélange entre le plaisir et la raison. Et s'il n'y a pas ce mélange entre le plaisir et la raison, l'alimentation deviendra terriblement ennuyeuse. Les aliments font partie de notre vie et nous donnent du bonheur. Donc il faut savoir choisir ces aliments, mais pas les condamner. Ouais. Pour revenir sur le cholestérol, parce qu'on dit que le cholestérol provoque des maladies cardiovasculaires. Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est pas le tabac ou l'exercice? Est-ce qu'on ne demande pas trop à l'alimentation? Voilà, c'est ça que je veux dire. Je voudrais honorer André Comte-Sponville, un philosophe qui déclare que notre société est en train de se surmédicaliser et il a raison. Notre quête permanente de la performance et de la longévité finit par devenir une obsession qui elle-même va finir par nous tuer. Donc ça veut dire que la raison, c'est d'être modéré dans la prescription des diètes et dans la prescription des médicaments. Ça nécessite simplement un peu d'intelligence commune. D'accord. L'alimentation est un plaisir avant d'être un médicament? Elle est d'abord un plaisir et il faut qu'elle soit considérée comme un médicament. Merci beaucoup, docteur Jean-Michel Cohen, donc nutritionniste avec ce livre, un guide d'achat pour bien manger aux éditions First. Merci. Restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air. Caroline Roux, la coalition internationale a lancé sa grande offensive sur Mossoul, le fief de Daesh en Irak, une ville d'1,5 million d'habitants qui vit depuis plus de 2 ans sous le joug des djihadistes. Daesh est-il sur le point de tomber? C'est dans l'air est intitulé ce soir, Mossoul, guerre totale contre Daesh.